Merci à tous d'être là ce soir. Donc, je me présente à vous, je m'appelle Julien Léon, je suis architecte donc, au CAE de Loire-Atlantique. Je suis ravi de vous accueillir ici donc, dans le hall de Loire-Atlantique Développement, au nom de notre directrice, donc Delphine Lenné-Delaunay, et de notre présidente, Karine Pavizza, pour la thématique donc, suivante, vivre dans un bâti ancien. Beaucoup d'entre vous, je pense, nous connaissent déjà, mais rapidement, le CAU, donc ce que c'est une association qui émane directement de la loi sur l'architecture de 1977, et donc cette loi qui décrète que l'architecture est d'intérêt public. Et donc pour ce faire, chaque département doit disposer d'une structure de conseil qui permet justement de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. On a 4 missions fondamentales, donc le conseil, l'information, la sensibilisation, et on travaille à toutes les échelles et donc avec différents publics, qu'ils soient élus, techniciens, grand public ou bien encore scolaires. Et donc on a pensé les rendez-vous du CAE en continuité des permanences conseils qu'on est amené à faire chaque vendredi ici pour la métropole et une fois par mois dans les différentes communautés de communes du département. Donc ces rendez-vous durent 45 minutes, ça permet de rencontrer un architecte ou maintenant une paysagiste aussi sur la métropole ici dans nos locaux et de décrypter avec eux le projet. Parfois ça va être de décoincer un petit sujet ou alors de guider sur le choix de l'architecte ou plutôt comment on travaille avec un architecte. On ne peut pas donner de nom de confrères, mais ça permet voilà, d'éclairer. Mais on se rend compte que 45 minutes, parfois, c'est un peu court, d'où les rendez-vous. Là, on arrive au 25e rendez-vous. Tous les rendez-vous sont filmés et ça permet vraiment d'avoir toute cette collection pour aller fouiller des sujets liés à la construction et aux particuliers. On a le centre de ressources aussi qui est juste derrière vous, qui est accessible sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas, on a un large choix documentaire et c'est visible sur le site CAE DocWest si jamais vous avez besoin de consulter soit notre documentaliste ou alors le site. Et donc, si vous voulez voir toutes les informations qu'on peut faire, parce qu'on fait des conférences, des visites, etc., n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en cliquant sur notre site en bas à droite. Et donc, comme je vous disais, les rendez-vous, on arrive déjà au 25e rendez-vous. Donc, les 24 précédents rendez-vous sont en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre site, ce qui vous permet vraiment de reparcourir quand vous le voulez toute la ressource et surtout de la diffuser. N'hésitez pas, c'est en libre accès, autant sur des sujets donc, de paysage que d'architecture. Et donc, pour revenir sur le cycle qu'on a créé donc, avec ma collègue paysagiste Anne Gontier, mais aussi avec toute l'équipe du CAE, cette année, on s'intéresse à la notion de patrimoine au pluriel en commun. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en Loire-Atlantique, la relation au patrimoine est un peu particulière. C'est pour ça que le premier rendez-vous du mois d'avril dernier, c'était comprendre les patrimoines de Loire-Atlantique, justement, donc autant en bâti qu'en vivant, immatériel, etc. Ensuite, on a eu un deuxième rendez-vous dans l'année sur cohabiter avec la biodiversité. Parce qu'autant c'est un sujet qu'on voit de plus en plus sur les constructions de collectifs, par exemple, où là les promoteurs doivent faire avec la biodiversité. Sur le bâti privé, c'est un peu moins évident. Et donc on voulait montrer qu'on peut tout à fait cohabiter avec la biodiversité dans son jardin, mais aussi dans son bâti. Ce soir, nous allons parler avec nos intervenants donc, de vivre dans un bâti ancien. Tout ce travail nécessaire en fait, d'arriver à du confort. Et on va le voir, il y a beaucoup d'idées reçues sur le bâti ancien. Pourtant, on peut avoir de très très beaux projets dans ces conditions-là. Et ensuite, on aura un dernier rendez-vous dans l'année, faire avec l'existant, où là, on parlera plutôt du réemploi et aussi du déjà là sur un site, comment on arrive à le magnifier. Et donc pour ce soir, on va s'intéresser donc à la thématique du bâti ancien et notamment du confort thermique. Donc je vous présenterai les intervenants tout à l'heure. On les a sélectionnés pour la qualité de leur production et aussi la complémentarité dans les approches. Et donc rapidement, avant de passer la parole, une petite introduction. Donc déjà pour parler du bâti ancien. Quand on dit bâti ancien, on parle on a deux bâtis, on va dire. Un premier qui est ancien en opposition au bâti moderne. Le premier, ancien, a des qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement, c'est-à-dire qu'il travaille avec l'eau, l'air, le climat. Et donc c'est un équilibre subtil avec justement toute cette migration de vapeur d'eau et qui ne doit pas être perturbé, on va dire. On dit que le bâti ancien respire, c'est un peu bizarre pour un bâtiment, mais il agit avec son environnement. Il est constitué de matériaux naturels, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la pierre, de la chaux, du chanvre par exemple, ou même du chaume en toiture. Et donc on le trouvait à proximité du terrain.
initialement. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas de produits standardisés. Et c'est un bâtiment qu'on va quand même considérer comme durable et notamment réemployable la plupart du temps. Et les différentes présentations vont le montrer qu'on peut refaire et le réemployer donc avec une approche aussi en bilan carbone très intéressante. Et donc en opposition, le bâti moderne a été imaginé plutôt au début du siècle, années 20-30, avec l'apparition du béton armé, qui était vraiment une nouveauté. C'était un peu la panacée, c'était très chic d'utiliser du béton, c'était la modernité à l'époque. Et donc on n'a pas hésité à tartiner les bâtiments et à déséquilibrer justement le volet hydrique, on va dire, du mur. Par opposition, donc il va s'isoler avec l'extérieur et donc on aura besoin d'une technicité pour pouvoir le faire perdurer. Donc ça va être notamment les ventilations artificielles, des matériaux aussi industriels et qui aujourd'hui parfois peuvent quand même aussi poser question dès qu'on parle de qualité d'air aussi avec les composés organiques volatiles par exemple. Par contre, c'est un bâtiment donc, qui s'est amélioré progressivement, c'est-à-dire qu'on reviendra tout à l'heure sur les passoires thermiques, mais de plus en plus maintenant, même sur la construction neuve, bien sûr, on a des bâtiments très performants et on essaye de limiter aussi dans le neuf le bilan carbone. Mais donc voilà, ces deux notions sont assez importantes pour pouvoir comprendre de quel bâtiment on va parler ce soir. Je vous parlais tout à l'heure des idées reçues sur le bâti ancien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ce petit dessin le montre beaucoup. On parle souvent de passoire thermique quand on parle de bâti ancien. Très souvent, sur les infos, on nous dit encore ce bâti ancien est une passoire, on ne peut pas vivre dedans, etc. Il faut vraiment faire attention avec cette notion parce que autant un bâtiment construit en parpaing et donc tout le patrimoine des années 70-80 peut être considéré comme des passoires thermiques s'ils ne sont pas rénovés parce que justement, on est sur des parois très minces et sans inertie. Le bâti ancien, lui, a des vraies qualités. Il mérite parfois donc d'être corrigé justement et d'être amélioré, mais on ne peut pas être aussi noir ou blanc en le décrétant comme une passoire thermique. Ça serait un raccourci un peu trop rapide. Et donc, en introduction, si je voulais vous rappeler que la priorité, c'est vraiment la lutte contre la précarité énergétique. Là, je me suis basé sur l'Observatoire national de la précarité énergétique qui l'a défini comme ça. Donc, est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Donc ça, c'est la loi Grenelle 2 qui le dit. Donc c'est un vrai enjeu au niveau national de lutter contre justement la précarité énergétique avec, on le rappelle quand même, mine de rien, là c'est les quelques chiffres que j'ai mis à côté, mais il y a 20% des ménages qui déclarent avoir souffert du froid, donc en 2020-2021, et aussi des questions de dépenses énergétiques très fortes et donc de précarité après aussi pour pouvoir bien vivre au quotidien. Les trois indicateurs pour mesurer la précarité énergétique, donc c'est le taux d'effort énergétique, le ressenti au froid et l'indicateur bas revenu dépenses élevées. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on commence à parler de ressenti au froid. Ça, c'est une notion qui est assez intéressante parce que pour le coup, ce n'est pas forcément un calcul savant, c'est juste le fait d'avoir cette sensation de froid. Et donc ça va être important parce qu'on va en parler tout au long de la conférence. Et donc, pour le rappeler aussi, le bâti ancien est en danger. Là, c'est deux images qui nous ont été fournies par notre collègue Élise, justement, avec ces maisons anciennes. On voit bien, c'est des typologies anciennes dans la forme, avec les lucarnes, etc. Par contre, qui ont été complètement plastifiées, donc coupées de leur environnement naturel. Et là, se pose la question de cette fameuse migration. On imagine bien que là, on ne peut plus du tout respirer. Et en plus, au-delà de l'aspect esthétique, voilà, ça pose la question sur le devenir, on va dire, un petit peu des bourgs si tout le monde se fait commence à faire ça. Rappelez aussi que le contexte législatif est assez peu protecteur aujourd'hui parce que le DPE, il est le même qu'on soit en bâti neuf ou en bâti ancien. Donc on ne fait pas cette différence-là, ce qui fait que très vite le bâti ancien est pénalisé dans les calculs. Donc on va avoir tendance à dire qu'il faut absolument l'isoler, faire des travaux énormes. Et donc c'est pour ça, là c'est Pierre d'Angle, c'est la revue des architectes des bâtiments de France, qui met un peu en alerte ce phénomène. Et il y a quand même une prise de conscience en cours au plus haut niveau. Donc là, c'est des rapports d'information du Sénat, donc que ce soit la commission d'enquête sur la rénovation énergétique ou la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui s'inquiètent un peu de l'efficacité des politiques publiques, justement, en matière de rénovation énergétique, mais aussi comment on arrive à transmettre un patrimoine sans le dénaturer complètement. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements en ce moment pour essayer de revoir aussi certaines règles, y compris le DPE.
Et par contre aussi, ça m'intéressait de voir le côté vraiment purement réglementaire. Au niveau de la loi, il faut savoir qu'il y a depuis 2016 un décret qui facilite la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire. Donc là, le premier article R152.6 dit que la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation. Donc on a le droit d'étendre de 30 cm, même chez son voisin, éventuellement pour des raisons thermiques, justement. Par contre, ce qui est assez intéressant, un article qui est beaucoup moins connu, c'est deux articles plus bas, le 152.9, qui rappelle la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Donc je vous le dis parce que souvent on oublie le deuxième et donc cet article de loi montre bien que la loi a prévu les deux cas de figure, on va dire, et donc de pouvoir aussi déroger à une isolation thermique par l'extérieur si jamais elle est contraire à la structure du bâti et à son insertion. Donc ça c'est intéressant aussi pour les élus par rapport à ce levier législatif en tout cas qui existe. Et donc tout ça pour éviter le pire, parce que dans le premier cas, on a une perte d'identité, comme je vous le montrais, des villages qui vont se plastifier progressivement. À l'intérieur, ce qu'on voit beaucoup moins, mais c'est les pathologies. Forcément, un bâti qui ne peut plus respirer vers l'extérieur va avoir tendance à se dégrader à l'intérieur. Donc là, c'est l'exemple du salpêtre, par exemple. Jusqu'au cas peut-être le plus extrême de la destruction. C'est pas rare d'entendre dans Loire-Atlantique des constructions qui sont déconstruites encore ou détruites parce qu'on considère qu'elles ne sont pas adaptées aux normes environnementales, alors que c'est des bâtiments qui peuvent avoir 200, 300 ans. Donc ça, c'est toujours aussi important de le montrer. Et plus globalement, nous, la crainte qu'on a, c'est la banalisation progressive de nos paysages quotidiens. Donc c'est ce qu'on voit là dans un bourg de Loire-Atlantique. Vous avez d'un côté, à gauche, une maison avant isolation thermique par l'extérieur et de l'autre côté, une maison isolée. Et on voit bien que même dans la trame, dans l'épaisseur, on vient un peu confondre le bâtiment avec des fenêtres qui ont disparu, par exemple. On pourrait faire le jeu des 7 erreurs. Et aussi parfois certaines fenêtres qui ont été complètement redécoupées. Par exemple, là, c'est ce que vous avez ici, avec probablement une salle de bain derrière, donc juste un petit soufflet qui permet de ventiler. Mais voilà, on perd en tout cas de lecture dans les bourgs sans penser à l'intérieur et à la qualité, et à la qualité d'air. Et donc voilà, je ne voulais pas passer pour l'architecte qui parle que de façade, parce que ce n'est pas qu'un enjeu seulement en façade, même si là on voit bien la perte d'identité indéniable, lien au territoire, la géologie, etc. Et l'ancrage local, voilà, qui fait quand même la qualité aussi des paysages. Je vous laisserai juger, en tout cas, c'est pas du avant-après, là, c'est du côte à côte, avec notamment cette image qu'on montre très souvent derrière moi de cette petite vierge qui se retrouve à moitié isolée, d'un côté, de l'autre, juste ici. Mais en tout cas, voilà, ça pose question aussi sur le devenir du bâti. Et voilà, ce n'est pas qu'une question de façade, c'est aussi une question de santé publique plus largement. Donc quand on parle d'architecture au CAE, nous on défend vraiment la qualité du logement, la qualité de l'air, la qualité de vie aussi pour l'habitant. Et donc c'était important de montrer aussi, c'est un tout, c'est un sujet assez complexe, mais il faut réussir à l'aborder dans son ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir avec les différentes présentations. Donc de concilier patrimoine bâti et confort thermique. Et donc pour cela, c'est vrai que c'est un équilibre assez subtil à trouver au niveau du projet architectural. Et il y a 3 grands postes en général sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est l'isolation par rapport à l'extérieur, mais on parlera de confort d'été, mais aussi de confort d'hiver. Le chauffage, qui est un vrai sujet avec les coûts de l'énergie aussi qui augmentent et qui fluctuent beaucoup. Et pour finir, la ventilation, qu'elle soit aidée ou alors naturelle, mais en tout cas, voilà, c'est les 3 grands axes sur lesquels on peut travailler, en plus du projet architectural, sur tout le travail de façade et le petit plus qu'on attend d'un architecte. Quelques ressources peut-être avant de passer la parole. On a donc sur la table à l'entrée quelques revues issues de notre centre de documentation avec donc voilà plusieurs documents qu'on a pu réaliser notamment avec Thies Braze ou des documents du moniteur. On a aussi plusieurs rendez-vous, bien sûr, qui traitent de la question du bâti ancien. Le premier, qui a beaucoup de succès avec Georges Lemoine donc de Thies Braze, c'est le rendez-vous numéro 7. On a aussi un rendez-vous, un podcast sur le bâti ancien en pierre, fait par notre collègue Élise Boucher, ou encore d'autres sur les maisons anciennes. Donc n'hésitez pas à aller parcourir le site internet du CAE pour les découvrir. On a aussi un petit guide qui a été sorti très récemment donc sur l'amélioration thermique du bâti ancien, enjeux et méthodes, donc qui a été fait avec Thies Braze, avec la DIL, Solia, Alizé, Nandrolescence, la CAPEB, la DDTM de Loire-Atlantique, la Direction du patrimoine et de l'archéologie de Nantes. Donc ça, c'était un gros travail de partenaires pour essayer d'affirmer aussi ensemble tous ces enjeux par rapport au bâti ancien.
Et pour finir, quelques partenaires avec qui on travaille beaucoup et qui pourraient vous intéresser, je pense. Le premier, TS Braille, j'en ai parlé plusieurs fois. Guillaume Marais, donc, est administrateur et va prendre ma place dans quelques secondes. Donc, on travaille beaucoup avec cette association-là, qui est l'équivalent de Maison Paysanne de France, on va dire, pour la Bretagne et la Loire-Atlantique. France Rénov', acteur incontournable dès lors qu'on a un projet de rénovation thermique par rapport aux aides. Donc ça, n'hésitez pas à aller les solliciter à la Maison de l'Habitant à Nantes ou un peu partout dans les permanences sur le territoire. Nantes Renaissance, avec qui on travaille aussi également sur des chartes pour essayer d'avoir des artisans aussi qui vous permettent de vous accompagner dans vos projets. Et pour finir, un partenaire qui est présent aussi ce soir, la Fondation du Patrimoine. Donc Monsieur Leb est là ici ce soir et Monsieur Serran aussi, au nom de la Fondation du Patrimoine, pour pouvoir répondre à vos questions si vous avez besoin. Quelques chiffres peut-être depuis sur la Fondation. C'est depuis 99 en Loire-Atlantique, c'est 405 projets soutenus, 1,5 million de dons collectés, près de 37 millions de travaux soutenus, 2,5 millions d'aides accordées, donc voilà, 13 bénévoles, c'est beaucoup. Ces chiffres voilà, sont importants, ça permet de voir juste à côté, là vous avez un château à la Foissière qui a bénéficié de ces aides. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un label justement aussi pour les particuliers qui permet aux propriétaires privés justement de travailler sur la rénovation extérieure. Donc là, on n'est pas forcément sur la rénovation thermique du bâti, mais par contre plutôt sur des travaux d'embellissement de façade. On est sur du bâti qui n'est pas protégé au titre des monuments historiques et qui est situé dans certaines zones, avec des critères bien précis. Donc là, je vous les montre juste en bas, mais vous pourrez en discuter avec les personnes de la Fondation tout à l'heure. L'intérêt patrimonial, que les travaux ne soient pas débutés, la qualité de la restauration extérieure qui est envisagée, et que ça soit visible depuis le domaine public ou accessible au public. Et donc un zoom, voilà, vous n'hésitez pas à aller voir le nouveau portail du patrimoine justement qui existe et qui vous permettra d'avoir toutes les informations. Et les contacts, donc si besoin, vous avez des délégués dans chacune des zones que vous voyez derrière sur la Loire-Atlantique et Émilie Benesto qui est chargée de mission. Et donc vous avez son numéro là qui apparaît. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, la Fondation se tient à votre disposition tout à l'heure après la conférence. Voilà, donc j'ai assez parlé. Je vais passer la parole donc à Guillaume Marais, qui est administrateur de l'association TS Braille. Bonsoir, merci Julien pour cette introduction. Bonne entrée en matière. Donc ça a été dit, Guillaume Marais, moi je suis membre du conseil d'administration de l'association TS Braille. Je vais évoquer ce soir un projet de réhabilitation qui concorde pas trop mal, on va dire, avec les grandes lignes de l'association. Tout d'abord, je commence rapidement par qu'est-ce que cette association. Donc l'objet de l'association, ça va être dans un premier temps la sauvegarde du bâti ancien, transmettre les connaissances qui sont liées à toutes les constructions de ces bâtiments anciens, des paysages, et puis accompagner les porteurs de projets dans ces projets. Ça va se retrouver sous de plusieurs façons, sous forme de sensibilisation, d'accueil, de visite, ou comme à l'instant de conférences. On a aussi une lettre d'information qui est gratuite, auquel je vous invite forcément à aller vous enregistrer. Et puis on a aussi centre de formation, donc des formations pour les particuliers, pour les professionnels, que ce soit des artisans, que ce soit des maîtres d'œuvre, architectes, pour pouvoir se former justement à toutes les techniques du bâti ancien, mais aussi des techniques plus récentes comme autour des chaux-chanvre ou des enduits terre, qui existaient pour certaines à l'époque. Et puis Julien l'a évoqué, on a aussi des actions de sensibilisation concrètes sur les projets au travers par exemple des permanences conseils. Donc on en a sur notre local à Rennes et puis on en a aussi ici une fois par mois. Et on peut faire des rendez-vous de service conseil directement sur vos projets. Donc moi ce soir je vais vous parler d'un projet. La chance que j'ai, c'est que je vais vous parler du projet qu'on a réhabilité, ma compagne et moi. Donc, j'ai un peu connaissance du projet, je l'ai un petit peu vécu. Ça me facilite un petit peu la tâche. Et je vais revenir sur la genèse de ce projet, sur comment on a trouvé ce bâti. Je vais rentrer un petit peu dans le détail des travaux qu'on a réalisés. Donc, ça va être une présentation quand même qui aborde certains aspects plutôt techniques. Et puis, enfin, je finirai aujourd'hui, retour d'expérience et comment on vit ce bâti. Donc la jeunesse, ça date un petit peu, c'était en 2013, on cherchait un bâtiment, voilà, on avait une passion un peu commune autour du bâti ancien, des connaissances théoriques dans ce domaine, et on souhaitait vraiment trouver un lieu qui allait pouvoir nous offrir des évolutions possibles, on avait des souhaits de projets professionnels et autres, donc on cherchait quand même du logement, de la dépendance, et du coup on cherchait
vraiment notre passion autour de ce bâtiment. On voulait vraiment avoir un bâtiment qu'on allait pouvoir en partie conserver, pas dénaturer, et avec un projet sur lequel on aurait un impact environnemental le plus faible possible. Et puis bien sûr, comme tout à chacun, essayer d'avoir quelque chose quand même de confortable à la fin. Et notre profil, on est deux personnes passionnées, comme je vous le disais, avec la même idée de projet. On savait un petit peu ce qui allait nous attendre au travers des travaux. On avait malgré tout une expérience assez limitée en chantier. Voilà, je vous l'ai dit, des connaissances plutôt théoriques. Et puis, moi, j'avais une expérience assez importante déjà sur le suivi de bâtiments, des gros bâtiments communaux. Donc là, c'est une expérience dont je reparlerai un petit peu plus tard, qui nous a servi, nous, dans notre réflexion sur ce bâtiment-là. Et puis, voilà, on avait aussi un souhait de participer grandement aux travaux, tout en étant accompagné par certaines entreprises, c'est forcément très important. Et pour finir, on avait quand même un budget un petit peu limité. Donc voilà, pour donner les chiffres, on était à peu près avec une enveloppe de 50 000 € de travaux, donc il fallait prioriser. Donc l'état initial, on était sur un bâti qui avait été assez bien préservé, une ancienne ferme dans le vignoble nantais. Une ferme entre guillemets typique à l'ancienne, avec beaucoup de cultures différentes, céréales, animaux, des vaches, du porc, de la volaille, enfin voilà, très typique d'il y a quelques petites centaines d'années. Dans les années 70, avait été construit un pressoir. On est dans le Muscadet. Voilà, on avait aussi là, vous le voyez sur les photos, pressoir à vin, donc beaucoup plus récent. On avait également des vestiges d'un four à pain. Un bâtiment assez classique de ferme. C'est un bâtiment qui n'était plus habité depuis, le parti logement depuis les années 50, 1950 à peu près, avec la construction d'une nouvelle maison à côté. Et puis la ferme était plus trop exploitée depuis les années 2000. Voilà. En termes de datation du bâti, on n'a pas de choses très précises. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va retrouver le nom du village qui était constitué d'une seule maison à l'époque sur les cartes de Cassini aux alentours des années 1750. Et puis on retrouve par contre un cadastre qui est déjà un petit peu plus précis, où on voit bien quand même la maison, certaines dépendances sur la carte de l'état-major, d'état-major dans les années 1850. Voilà, ça nous donne quelques petits éléments. Et puis après, ça va plutôt être à la lecture du bâti, où là on a réussi à identifier quand même des périodes de construction avec des jambages en granit, d'autres en briques, qui sont une spécificité qui s'est beaucoup développée dans les années 1850 autour de Clisson. Voilà, c'était un peu les éléments. Et puis dans ce bâti, on avait quand même, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait un état initial qui était quand même plutôt sain, avec des éléments assez intéressants, la charpente qui était assez saine. Il y a quand même des mais. Dans les années 50 avait été faite une dalle en ciment. On avait une toiture qui était amiantée. Il y avait des ouvertures qui avaient été modifiées, notamment à la culture de la vigne, passer les tonneaux et autres. Donc tout avait été refait en béton armé sans une très grande attention architecturale, on va dire. Et puis avec le temps, on avait un mur nord qui avait commencé à l'étage, qui commençait à s'ouvrir. Et puis des remontées capillaires assez importantes. On est vraiment dans un lieu où on a beaucoup d'écoulement d'eau, de l'eau de ruissellement qui vient de la route, des vignes. Il y avait des fois des inondations dans la maison, et puis des nappes phréatiques importantes avec, vous le verrez un peu sur certaines photos, beaucoup d'eau sous les sols. Et puis ça se retrouve sur les photos, là vous voyez on avait pas mal de remontées capillaires, et puis les apparitions de salpêtre comme Julien l'a évoqué auparavant. On avait quelques éléments intéressants, donc voilà, on est sur du petit patrimoine local, mais ce qui nous a semblé être assez intéressant, c'est qu'on était encore sur une notion d'ensemble. C'était un lieu, je vous l'ai dit, une ferme. On a vraiment voulu conserver cette idée d'ensemble, pas dissocier les différentes parties. C'est ce qu'on retrouve sur la photo en haut à gauche avec le logement, les dépendances, des granges, des sous à cochons. Et puis sur la partie façade, on pouvait déjà avoir une lecture de différentes années de construction avec, je vous l'ai dit, des linteaux granit. Sur la partie plus à gauche, on avait eu l'apparition de la brique. On ne le voit pas directement sur cette photo, mais on voit qu'il y a une partie il y a eu une extension en hauteur, puis l'apparition des dépendances un petit peu à droite, à gauche. Donc voilà, on avait quand même envie de garder une façade, une lecture de cette façade, et puis des évolutions de ce bâtiment. Et puis à l'intérieur, on retrouvait quelques petits éléments qu'on peut encore retrouver sur certaines maisons un peu abandonnées dans notre secteur, notamment une cheminée avec des corbeaux en bois, qui était encore en bon état, une charpente, je vous l'ai dit, qui était vraiment saine et en bon état.
Et puis beaucoup de torchis, du torchis sur les plafonds, sur les étages, entre le rez-de-chaussée et puis l'étage. On en retrouvait même dans les rampants, c'était l'isolation, je mets des guillemets, des rampants qui avaient été faits en torchis à l'époque. Donc voilà, des petits éléments comme ça qui nous a semblé être important de chercher à conserver. Du coup, je rentre un peu maintenant dans le détail de nous, ce qu'on a pu réaliser pour rendre ce logement habitable, parce que vous avez pu le voir, c'était quand même un petit peu abandonné, on va dire. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps d'administratif au début, et entre notre première visite et puis le moment où on a vraiment pu commencer à apporter des choses dans ce logement, enfin aux alentours pour réaliser les travaux, il s'est passé presque 6 mois. Notamment pour des raisons administratives, c'était considéré comme un ancien logement, donc il a fallu refaire un permis de construire pour et identifier si c'était encore un logement, puis un logement. Voilà, des notions administratives. Donc en fait, ça nous a laissé ces mois qui ont été très importants dans ce projet pour réaliser vraiment une conception la plus aboutie possible avant de commencer l'étape chantier. Et on a rencontré beaucoup de professionnels différents. On avait fait des rendez-vous avec le CAE. Donc à l'époque, Thiès-Brez, moi j'y étais pas encore administrateur, mais on avait fait des stages, on avait fait des rencontres. On a rencontré une architecte aussi pour pouvoir évoquer le projet, des services autour des aides financières, comme aujourd'hui ça s'appelle France Rénov'. Voilà. Et puis bien sûr des entreprises aussi pour avoir du concret sur certains travaux qu'on allait réaliser avec eux. Beaucoup de documentation, de la formation avec Thiès-Brez et puis des bouquins qui auront pu être évoqués par Julien. Et puis je vous l'ai dit, on avait une enveloppe budgétaire qui était assez faible. Du coup, on a aussi pu travailler cette enveloppe et essayer de partir sur un projet où on savait ce qu'on allait faire à peu près de nos 50 000 € et on savait très bien qu'on ne pourrait pas tout réaliser. On avait fait le choix d'aller travailler le gros œuvre et les finitions se feraient soit au fur et à mesure, soit voilà, au fur et à mesure des rentrées financières. Donc c'est vrai que c'est une période qui a été très importante pour imaginer le projet. Et puis, une fois qu'on a commencé les travaux, on a un peu déroulé ces 6 mois de réflexion qui ont été vraiment bénéfiques. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail lot par lot pour que vous puissiez voir aussi en quoi ça peut consister sur assainir un bâtiment, le rendre, on va dire, habitable et le plus confortable possible tout en restant sur du bâti ancien, on va dire. Donc je vous l'ai dit, on était sur de l'amiante, première partie des amiantages en bonne et due forme. On a fait beaucoup de chantiers participatifs, donc on veillait à ce que ça se passe très bien pour les personnes qui y viennent. Donc là, sur du désamiantage notamment, on est sur des protections complètes avec des masques spécifiques. Et puis, pour contrer cette ouverture du mur nord, on a fait une ceinture en béton de chaux qui est armée en bambou. Et après, c'est quelque chose sur lequel nous, on insiste beaucoup au sein de l'association Thiès-Brez. On dit souvent bon chapeau, bonne botte. Bon chapeau, ça veut dire bien faire la toiture. Et notamment, on insiste sur le fait que la toiture, c'est pas l'élément le plus fragile d'un bâti ancien. Et donc, il faut entre guillemets mettre le paquet. Donc, il y a 10 ans, on était parti sur une isolation relativement importante. Aujourd'hui, on ferait mieux, mais bon, c'était comme ça. Et avec insufflation de boîte de cellulose sur une vingtaine de centimètres. Et puis, une rupture des ponts thermiques avec de la fibre de bois sur l'extérieur, puis une toiture. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu réutiliser les anciens chevrons qui étaient en chêne pour faire tout ce qui était des bords de toit, c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche, de façon à ce que de l'extérieur, aujourd'hui, on ne peut pas du tout voir le complexe de toiture qui a été réalisé. Nous, ça nous a permis à l'intérieur de conserver la partie charpente, elle est complètement visible, et du coup, elle n'est pas dans l'isolant, donc ça ne fait pas travailler le bois. Et puis, voilà, de l'extérieur, on ne voit pas du tout ce complexe qui a été créé, et on voit juste un débord de toiture avec des chevrons anciens. Je l'ai dit juste avant, bon chapeau, bonne botte. Bonne botte, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien travailler les sols. Et les sols, c'était important parce qu'on avait beaucoup de remontées capillaires, beaucoup de présence d'eau. Donc en tout premier lieu, ce qu'on a fait, c'est aller faire des sondages. C'est très important d'aller sonder quels sont les sous-bassements d'un bâti ancien. On peut avoir beaucoup de surprises positives comme négatives. Nous, on a eu la chance d'avoir des surprises positives dans le sens où on avait, même en creusant au-delà des 60 cm, on n'avait pas atteint les fondations de la maison, ce qui était assez intéressant sur ce bâti. Il n'y a qu'un petit endroit où on était un petit peu inférieur, mais on a été prudent. Et donc, on a pu décaisser un décaissement assez important de 60 cm pour recréer tout un complexe de sol drainant. Et comme vous pouvez le voir sur la photo au milieu, on a fait une belle piscine dans une des pièces. Donc je vous le disais, on a vraiment beaucoup d'eau souterraine et aujourd'hui dans le drainage, on le voit bien, quand il pleut fort, on a un drain qui sort et on a quasiment un robinet d'eau qui coule pendant plusieurs heures.
Donc on est parti sur un drainage assez sérieux, on va dire, avec un drainage périphérique extérieur à la maison, un drainage intérieur qu'on avait fait en verre cellulaire. C'est un matériau qui est assez intéressant parce que ça va permettre de créer un hérisson. Les hérissons, c'est l'élément qui va permettre d'éviter les remontées capillaires, les remontées d'eau dans le sol. Et donc on avait un hérisson en verre cellulaire et qui permet aussi d'apporter un isolant. C'est considéré comme un isolant et on obtient des résistances thermiques qui soient assez intéressantes avec ce matériau. Ça permet de gagner des centimètres. Et puis après, on est resté sur quelque chose d'un petit peu plus classique quand même, avec une dalle en chaux, passage des réseaux. Et puis, petit point d'attention justement sur la thermique du bâti, isolation périphérique de la dalle pour éviter les ponts thermiques, et puis éviter aussi dissocier la dalle des murs. C'est très important de toujours éviter de coller une dalle sur des murs en bâti pierre. Sur cette dalle, on est venu mettre un système de chauffage au sol qui est un petit peu particulier, ça s'appelle un hypocaust. C'est un chauffage qui fonctionne avec de l'air chaud. On fait circuler de l'air chaud dans un labyrinthe. Et je ne l'ai pas trop dit auparavant, mais j'ai parlé de mon expérience de suivi des bâtiments. C'était des bâtiments où on mettait beaucoup de techniques dedans, avec des grosses performances énergétiques du bâtiment communal, ce qui était très intéressant, mais peu de temps après, quelques années après, on commence à avoir des dysfonctionnements, notamment de gestion des systèmes. Et nous, on a vraiment voulu faire quelque chose à l'inverse, c'est-à-dire on a voulu vraiment faire un bâtiment qui avait peu de technicité au quotidien et qui allait pouvoir être réellement durable. Et c'est ce qu'on a retrouvé au travers de ce système de chauffage qui est complètement maçonné, donc avec aucune détérioration possible dans le temps. Et donc on vient mettre des briques, créer un labyrinthe, donc c'est avec un plan, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Hypocaust 21, et on vient refermer ce système de chauffage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est entre le plancher chauffant et le poêle de masse. On a énormément de masse à faire chauffer, donc ça met un petit peu de temps à chauffer. Par contre, une fois que c'est chaud, on restitue la chaleur pendant plusieurs jours. Et puis par-dessus ce système de chauffage, donc je vous expliquerai un petit peu après comment on vient apporter de la chaleur dans ce système de chauffage. On est venu faire une chape en terre crue et puis une pose des terres cuites qu'on avait à l'étage de la maison, qu'on a déposée et qui, merci beaucoup d'amis, on a nettoyé une par une et puis reposé au sol en rez-de-chaussée. Donc on a une bonne partie en terre cuite et puis une petite partie en plancher bois massif. Une fois que les sols étaient faits, on est parti sur les ouvertures. Bon, il y a des choses qui se sont passées. Enfin, ouais, la temporalité n'est pas tout à fait respectée, mais c'est l'idée. Et donc là, on a travaillé avec une entreprise, semeur de pierre, qui est tailleur de pierre et puis maçon du bâti ancien, pour reprendre certaines ouvertures, recréer, comme à l'origine, ça c'est la photo en haut gauche, c'est la photo de façade. Justement, on a recréé l'ouverture comme à son origine, avec en gardant quand même un jambage qui était encore existant. On a fait le choix de le garder pour montrer, bah voilà, c'était aussi comme ça à l'époque. Et du coup, on est reparti sur la briquette plus récente sur le reste. Mais bon, ça permet de conserver quand même une lecture de ce bâtiment. Et puis plusieurs créations d'ouvertures dans la maison pour essayer d'apporter un peu de lumière, même si on a gardé la façade sud telle qu'elle, comme elle était à l'origine. Et puis reprise de l'ensemble des seuils en granit. Et pour faciliter le travail des entreprises avec qui on travaillait, on essayait vraiment de mâcher au maximum le travail, notamment pour assurer tout ce qui était qualité thermique. Et donc on refaisait nous-mêmes l'ensemble des éléments, les petits détails qui sont un peu longs à réaliser par une entreprise, notamment reprendre les tableaux de menuiserie de façon à ce que le menuisier, quand il arrive, il se pose dessus et on obtient vraiment une très bonne étanchéité. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on faisait. Puis après on a fait appel à une entreprise de menuiserie pour pouvoir poser toutes les menuiseries en bois alu en l'occurrence. En ce qui concerne, je vais mettre des guillemets, l'isolation intérieure, on parle plus de correction thermique. C'est une maison qu'on a fait entièrement en chaux-chanvre et puis pour une partie qu'on a refait plus récemment sur du terre-chanvre. Donc de plusieurs façons, on a eu l'occasion d'essayer différentes méthodes. La photo en haut à gauche, c'est l'accueil d'un stage de l'association Thiès-Brez, où on peut montrer avec des stagiaires justement comment on va faire les différentes méthodes. Donc on avait du jeté truelle, du béton banché. Sur la photo du milieu, on voit ma compagne qui est en train de finir le mur en béton banché. Et puis pour tout le reste de la maison, pareil avec l'entreprise semeur de pierre, on a fait de la projection chaux-chanvre, qui a des qualités et des inconvénients. Ça va quand même beaucoup plus vite. Les inconvénients, c'est qu'il faut protéger pleinement tout ce qu'on veut conserver dans cette maison. Mais bon, ça permet quand même de gagner vraiment en rapidité de chantier. Et puis on est resté sur des enduits de finition. Pour nous, au chaux-chanvre, on a fait différents tests, mais afin de garder de la luminosité, je vous l'ai dit, on n'a pas retravaillé la façade sud, on n'a pas pu ramener tant de lumière dedans, donc on est vraiment resté sur des choses assez blanches pour essayer de garder, apporter de la lumière dans ce bâtiment.
Tout ce qui va concerner les réseaux techniques, bon là on est reparti sur des choses neuves. Ce qui a été important sur cette réflexion, c'est qu'on veut vraiment garder une évolution facilement faisable dans ce bâtiment. Donc on a beaucoup travaillé sur des passages de réseaux doublés des gaines, sur tout ce qui est l'eau par exemple. On a plusieurs tuyaux qui apportent de l'eau du réseau, de l'eau pluviale. On peut passer en eau du puits aussi. Enfin voilà, on a différents choix. On est sur de l'assainissement en phytoépuration. L'intérêt de la phytoépuration, c'est qu'une fois que c'est réalisé, voilà, tous les 15 ans à peu près, on remplace la terre, on vient replanter. C'est des choses qui ont peu de coûts après de gestion ou de récréation. Et puis sur les systèmes techniques, encore une fois, on a voulu rester sur des choses assez simples. Donc par exemple pour l'eau chaude, on est resté sur un ballon électrique assez classique, 250 litres pour 4 personnes, ça convient très bien. Pareil, électricité, on est resté sur des choses assez classiques, mais tout en facilitant l'évolution, donc avec un accès aux gaines de façon à pouvoir retirer des câbles à l'occasion. Et puis on a réalisé un peu plus récemment, là en 2021, une installation photovoltaïque en matériel de réemploi, de façon à pouvoir compléter un peu la partie électricité. Sur la ventilation, on est resté aussi là sur des choses relativement simples à mettre en œuvre et en entretien, de la VMC simple flux hydro-réglable. Et puis surtout, on a toujours gardé l'habitude d'ouvrir quotidiennement, peu importe le temps, peu importe, bon, il neige pas beaucoup chez nous, mais bon, il fait froid des fois un petit peu. Mais voilà, ouvrir quotidiennement, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on fait. Et puis pour la partie chauffage, je vous parlais de l'émetteur qui est le plancher chauffant à air chaud, l'hypocaust. Et du coup, pour produire de cette chaleur, on utilise un poêle à bois à bûche, un insert. Donc en fait, vous pouvez le voir sur les photos. Au centre, voilà, lors de la pose, c'est un insert qui va en fait venir produire la chaleur. Et au-dessus de cette chaleur qui rentre dans la chambre de compression, au travers d'un ventilateur, on l'injecte dans le sol. Ça fait le circuit fermé, donc l'espèce de labyrinthe, et ça revient au travers des sorties que vous pouvez voir sur la photo de gauche. On a une entrée, une sortie, et ça revient derrière le foyer, et ça, au contact du foyer, on réchauffe ces terres, et voilà, c'est un circuit fermé, c'est une boucle, et ça continue comme ça. Et puis parce que les bûches, c'est bien quand on peut, mais il y a des moments où la santé ne le permet pas toujours. On a quand même toujours prévu aussi de doubler des réseaux, donc on peut amener de la chaleur si on le souhaite au travers plus tard d'une pompe à chaleur ou d'autres systèmes. L'idée c'est juste de produire de l'air chaud, donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc en termes de retour d'expérience sur ce chantier, c'est vrai que là où on voulait assister, c'était sur l'autoréhabilitation accompagné par certaines entreprises. Forcément, ça a été un chantier qui nous a pris un temps important, 2 ans et demi vraiment sur les travaux lourds, de 2014 à 2017, avec un petit peu de finition, plus principalement dû au budget. Et puis on a mis quand même un certain nombre d'années à aboutir le projet. Là, on est sur une partie à côté. Globalement, la partie maison est finalisée. Mais donc voilà, c'est 2 ans et demi sur lequel il y a eu beaucoup d'investissements, soir, week-end et puis congés. Financièrement, c'est un bien qu'on avait acheté à peu près 100 000 € et aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 € de travaux aussi dessus. On arrive dans ces eaux-là, avec quand même beaucoup de matériaux de réemploi, d'occasion. Et puis on avait pu aller chercher quelques aides financières, à peu près 16 000 € de la part de l'État au travers de l'ANA et puis des régions des Pays de la Loire, pardon. Là où on insiste beaucoup aujourd'hui quand on accompagne des projets, c'est sur la vision globale. Peu importe comment on réalise son chantier, que ce soit étape par étape, qu'on prenne une chambre puis après la cuisine, c'est important d'avoir une vue globale pour pouvoir avoir de la cohérence dans ce projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup quand on accompagne des personnes. Ça va aider à donner de la cohérence au chantier, à avoir de l'efficacité dans les travaux qu'on réalise, pas faire et défaire, et puis de la cohérence aussi sur le projet finalisé en termes de confort et d'efficacité énergétique. Sur la partie chantier participatif, on a beaucoup sollicité de monde à ce moment-là, et on les remercie tous les jours pour toute l'aide qu'on a pu avoir. Et ce qui est important, là aussi, c'est l'organisation, c'est être en capacité d'accueillir des chantiers où on peut des fois avoir 15 personnes. Donc organiser un chantier, bien préparer le chantier, préparer l'accueil, de façon à ce que tout se passe bien. Et on les remercie encore infiniment. Et puis, c'est vrai que c'est un bâtiment sur lequel on a beaucoup travaillé le ressenti au travers des matériaux qu'on utilisait. L'idée, c'était de ne pas avoir des matériaux sur lesquels on a un contact froid. On appelle ça notamment l'effusivité dans la thermique du bâtiment. Donc, on a beaucoup travaillé
travaillé sur la nature, des matériaux, beaucoup de bois, beaucoup de justement l'isolant chauffant, enfin les correcteurs thermiques, de façon à ce qu'il y ait une bonne gestion de l'humidité dans le bâtiment. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. Par exemple, notre salle de bain qui est en cloison chaux-chanvre, on n'a encore pas vu de buée sur le miroir, donc je trouve que c'est un indicateur assez intéressant. Et puis en fait, au quotidien, la nature des matériaux qu'on a utilisés fait qu'on a quand même beaucoup moins bien besoin de chauffer. Ça nous arrive de voir 20 degrés sur le thermomètre, mais là, on s'affole, on dit qu'on a mis un peu trop de bûches et il faut réduire. Mais voilà, globalement, on est vraiment dans un bâtiment qui est confortable avec des températures, je ne vais pas vous dire de 16-17, mais plutôt 18-19, on y est vraiment bien. Et donc ça, c'était plutôt quelque chose qu'on trouve réussi. Et la chance que j'ai pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier en étant accompagnateur justement de réhabilitation et de mise en place d'énergies renouvelables. Puis pour finir sur le thème du jour, au quotidien, nous on trouve que c'est une maison qui est vraiment agréable à vivre. Ce qui est important, c'est qu'on n'a plus aucune pathologie, notre mur nord ne bouge plus de remontée capillaire. En termes de qualité d'air, on est vraiment sur quelque chose, on ne sent pas d'humidité ou quoi que ce soit, on trouve qu'on est sur un bâtiment plutôt sain. On fait quelques mesures aussi et on devrait intégrer le projet du CEREMA prochainement aussi pour pouvoir faire des mesures complémentaires. C'est quand même un bâtiment qui nécessite un petit peu de temps au quotidien. On est sur des systèmes simples, de la bûche, c'est de la gestion. Donc ça, c'est toujours en amélioration et puis faut le considérer. Globalement, c'est un bâtiment on est à peu près sur 120 mètres carrés. D'ici peu, on sera sur 150 mètres carrés. On est en train de finir de réhabiliter une partie. C'est un bâtiment que nous, on considère relativement correct en termes de coût. On est toujours à moins de 2000 euros. On est plutôt entre 1600, 1008 euros, 1100 euros à l'année pour toutes les énergies et tout l'entretien. Donc, on fait ramoner tous les ans le poêle. Donc, voilà, c'est quelque chose, on n'a pas de surprise en fait, c'est ça qui est intéressant, on ne vit pas trop les hausses des coûts, donc ça se pérennise dans le temps. Et puis énergétiquement, on ne va pas dire qu'on est sur un bâtiment basse consommation, par contre on est sur un bâtiment qui vraiment est confortable avec une consommation correcte. Là je vous ai fait l'étiquette énergétique. C'est l'étiquette équivalente au DPE. Donc là, c'est vraiment en prenant toutes les consommations de notre bâtiment, je prends nos factures et je fais une étiquette énergie. On est à peu près à 160 kWh d'énergie primaire par an pour vraiment tous les usages, y compris les machines à laver et autres. Donc, mais tout en restant, c'est des équipements simples. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que remplacer le ballon, demain, le ballon d'eau chaude ne nous coûtera pas 2000 euros, mais quelques petites centaines d'euros. Et c'est ça pour tous les éléments, sur le foyer à bois ou des choses comme ça. Il n'y a pas de gros coûts à prévoir dans le temps. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais c'était ce que j'avais à dire sur ce projet. Merci beaucoup. Pierre Briand, agence Appareil, architecte à Nantes, accompagné de Manuel Janière, du coup, le maçon qui nous a accompagnés sur l'un des deux projets qu'on va vous présenter ce soir, notamment pour tout ce qui touchait à la rénovation de la maçonnerie et à la taille de pierre, d'un point de vue écologique, on peut le dire, je pense. Écologique, Manuel Janière, bonjour. Oui, d'un point de vue, je dirais, j'aime pas trop ce mot-là, écologique, mais en tout cas, d'un point de vue naturel pour un bâti ancien, de ne pas rajouter de quelque chose de contre-nature pour le bâti. Je te relaisse la parole. Merci. Donc voilà, volontairement, le CAU nous a demandé de présenter deux des réalisations de l'agence qu'on a choisi de juxtaposer un petit peu en clin d'œil à certaines aux premières conférences qui ont eu lieu sur le patrimoine commun et ce qu'on en fait. Donc là, nous, on voit bien qu'on est vraiment dans cette typologie, donc avec cette maison à gauche qui est une maison datant de la reconstruction, donc des années 1950, la maison de droite en pierre qui date de 1900, donc avec cette différence de patrimoine là, évoquée notamment par Julien en amont avec le bâti ancien et puis le bâti moderne. Donc typiquement, on a le bâti moderne à gauche, le bâti ancien à droite, et puis au milieu, on a une extension créée du bâti ancien qui est donc un bâti d'hier puisqu'il est sorti en 2023 de terre. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils partagent quand même tous une typologie assez proche en termes de gabarit, en termes de largeur de bâti. Et finalement, c'est drôle de voir que tous les 50 ans, avec des écritures assez différentes, on produit quand même des formes bâties qui se ressemblent et donc qui forment ce fameux patrimoine commun. Avec comme différence principale, et donc encore une fois, ça a été un peu amorcé dans la présentation de Julien, des attentions
et des vigilances différentes qu'il faut avoir entre un patrimoine de la reconstruction qui est donc en maçonnerie dite traditionnelle, donc du parpaing et du béton, puisque c'était vraiment l'avènement de ces matériaux, de ces procédés constructifs, avec tout ce que ça permettait de corniches, de saillies, de débords, de toitures et de projections d'éléments assez fins. Et puis, mais aussi d'une forme de simplicité quand il s'agit de le rénover. Puisqu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de gros, comme le bâti n'interagit pas beaucoup avec son environnement, comme le fait la pierre, c'est-à-dire en laissant passer de l'eau, notamment par ses pieds de mur. C'est des choses qu'on a découvertes un peu à nos dépens pendant le chantier de la rénovation de la maison en pierre. Voilà, il y a des différences auxquelles il faut être particulièrement vigilant et qui autorisent plus ou moins telle ou telle technique d'isolation notamment. Et donc on a notamment sur ces deux projets utilisé des procédés très très différents. On est sur du conventionnel pur et dur pour la maison de la reconstruction, donc de l'isolant dit minéral, hein, donc n'ayons pas peur des mots, de la laine de roche. Ça tranche un peu avec la présentation de Guillaume, mais par contre on est sur des choses plus vertueuses. C'est aussi des époques différentes pour l'agence de construction, hein, puisque cette rénovation a eu lieu antérieurement, donc je pense que notre conscience aussi à nous, écologique, a évolué et grandi, et aujourd'hui on la rénoverait peut-être pas exactement pareil, mais c'était un bâti qui supportait très bien l'isolation minérale, et puis on est sur une isolation plutôt végétale et une extension aussi assez vertueuse au niveau du bois qu'on vous présentera donc tout à l'heure. Donc je vais commencer directement par la maison de la reconstruction, qui a déjà été appréciée par le CAUE puisqu'il nous avait donné un prix pour ça. Donc la première chose qu'on regarde quand on rénove un bâti ancien, c'est son orientation, hein, un peu comme quand on a une parcelle et puis qu'il s'agit de poser, d'implanter son bâti dessus. Par chance, donc ce bâtiment était très bien orienté, donc c'est la parcelle rouge, donc côté jardin plein sud, côté rue au nord. Donc je veux dire, les usages étaient déjà assez bien orientés. La petite sophistication attendue de notre maître d'ouvrage était de retrouver un lien avec son jardin, puisque à l'époque, les jardins et les rez-de-chaussée étaient plutôt des espaces dédiés à la technique, on va dire. Il y avait les pièces d'eau, il y avait le garage, il y avait la laverie, et puis probablement un jardin peut-être à vocation alimentaire, de culture. Et puis en haut, il y avait les pièces de vie. Et donc, la première demande, c'est évidemment de redescendre pour vivre en lien avec son espace extérieur et de remonter les pièces de nuit. Avec une attention particulière à la façade, donc puisqu'on avait un maître d'ouvrage assez éclairé qui était fan de cette période dite de la reconstruction, dont Saint-Nazaire présente beaucoup d'éléments bâtis de ce type, et donc une attente vraiment forte pour la préservation de sa façade nord, et une liberté qui est plus grande qui nous a été donnée, compatible avec les enjeux d'adaptation des usages sur la façade sud, puisqu'on voit bien que le confrère de l'époque avait mis le paquet sur sa façade rue, et puis la façade sud était plus, on va dire, opportuniste, dans le sens où en bas il y avait des percements qui devaient coïncider avec les usages clairement, et puis là-haut il y avait quand même des baies relativement larges, puisque c'était quand même des pièces de vie avec une vue vers le jardin et le cœur d'îlot. Donc les éléments caractéristiques de ces constructions, donc les photos sont pas très lisibles, je suis un peu désolé, c'est des photos de chantier. Donc la serrurerie à droite, les éléments de pierre de soubassement, les piles de pierre qui scindaient les maisons, puisque cette maison, je ne l'ai pas dit en introduction, mais faisait partie d'un ensemble de 3 maisons groupées, jumelées. Et puis les petites banquettes en béton, les appuis en béton, la trame et la proportion des menuiseries qu'on lit depuis l'intérieur, et le vis-à-vis aussi qu'il y avait, donc entre les maisons à travers le cœur d'îlot, et puis les éléments intérieurs comme les escaliers maçonnés avec les emmarchements granitaux qu'on n'a malheureusement pas pu conserver. Ils n'étaient pas pleinement compatibles avec le nouveau plan. Donc le parti pris exposé était simple. Après avoir évincé tout en véhémence de projection de bâti supplémentaire, on s'est contenté de l'enveloppe. C'était un couple qui souhaitait de retraiter, donc ils n'avaient pas un gros besoin en termes de surface. Ils étaient que 2 à habiter cette maison. Donc l'enjeu était de descendre les pièces de vie en bas, monter la nuit en haut et se prémunir d'un point de vue thermique des nuisances entre guillemets apportées par un plancher béton intermédiaire qui est filant entre les 3 maisons, continu. Et ce plancher béton présentait le risque de rayonnement de parois froides, hein, typiquement, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, puisqu'il est en direct en connexion avec les murs de façade et les murs de refend. Donc la principale sophistication technique a consisté à finalement isoler par en dessous et puis par
au-dessus ce fameux plancher, de manière à recréer des boîtes étanches, isolées à l'air en haut puis en bas, pour permettre de préserver le plancher. L'autre option eût été l'ITE, mais vu les enjeux de modé nature, elle était évidemment exclue, puisqu'il fallait les préserver. Et puis la deuxième question qui s'est posée assez rapidement était, une fois qu'on avait donc identifié le fait qu'on pouvait s'autoriser une écriture, une ouverture un peu nouvelle sur le jardin, quelle forme la lui donner et comment être relativement malgré tout respectueux du travail qui avait déjà été fait sur cette maison pour s'inscrire dans sa continuité. Donc au début, évidemment, des choses un peu interventionnistes, parce qu'on aime bien montrer qu'on est passé par là, chose qu'on a rapidement abandonnée parce que ça venait contrarier à peu près tout. Et donc du coup, peu à peu, on a délité cette première version à gauche pour passer vers une version plus light, avec juste une casquette et puis des stores textiles. Et puis tout doucement, on s'est rendu compte qu'en fait, les percements de l'étage étaient très bien et qui justifiaient pas d'être agrandis, et que le simple agrandissement du trou du bas permettrait de transformer le rapport que la pièce de vie entretiendrait avec son jardin, et que c'était amplement suffisant. Et la question de la protection solaire se posant, en fait, on a réemployé un système de persiennes qui était un système existant, puisque la maison, on le devine un peu sur les photos, quand on plisse les yeux sur le grand ensemble menuisé de gauche. Quand on regarde pas les volets qui ont été rajoutés, les volets roulants, on lit un peu les persiennes probablement d'origine. Et donc du coup, on a fait muter ce système pour faire en sorte que les persiennes deviennent des éléments qui permettent aussi de briser les vues biaises vers les jardins mitoyens, mais aussi de filtrer la vue, parce qu'il y avait un vis-à-vis quand même fort avec les voisins d'en face. Aussi évidemment de couper le rayonnement solaire de ces grandes baies orientées plein sud, et permettre de décharger la chaleur de la journée et la nuit par un système qui offre en fait une grande capacité de circulation d'air avec la sécurité, ce qui assez peu de systèmes offrent finalement, c'est-à-dire pouvoir dormir sur ses deux oreilles et laisser l'air circuler à travers ces grandes ouvertures. Donc voilà, donc le petit laïus sur le chantier, quand on projette des choses qui ont l'air simples en 2D, quand on rentre dans la 3D, c'est toujours un peu différent. Donc là, évidemment, pour augmenter l'espace perçu, on avait cette idée de grande baie qui venait lécher le toit, lécher la surface du plancher, et puis quasiment aller chercher les murs de bord à bord. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire sur une maison neuve qu'en réno. Donc là, il a fallu que les maçons emploient toute leur ingéniosité pour couturer, on va dire, les ferrailles qui étaient issues de la chape de compression sur les entrevous en briques, pour aller les couturer avec on les lit pas trop sur l'image. Là, il y a des petits fils d'acier qui étaient en attente, qu'ils ont été cherchés patiemment quand ils ont fait la démol, pour venir les couturer avec le nouveau fer, de manière à ce que on recrée un système porteur cohérent au niveau de notre linteau. Et ça a fonctionné puisque la maison est toujours debout. Donc à l'intérieur, on voit le plancher intermédiaire qu'on a préservé. Ce plancher, donc, il était déjà là. Il aurait été relativement simple de le mettre par terre et de le refaire en bois ou de le désolidariser avec des rupteurs. Mais bon, voilà, c'est les fameuses énergies qui a déjà été engagée par nos prédécesseurs. Donc on essaie de trouver un moyen intelligent de se prémunir de ces défauts et en même temps de garder la matière qui est déjà là. Donc on l'a bûché, on a remis un petit isolant simple, une chape et puis un sol nouveau. Et en dessous, on a glissé un isolant minéral entre les ferrures du faux plafond, et l'affaire... le tour était joué. Donc on voit sur la gauche la dépose de certains éléments qui étaient trop dégradés, comme le garde-corps en serrurerie qu'on a refait à l'identique, et puis le soin qu'on a dû apporter pendant le chantier aux différents éléments de modé nature pour ne pas qu'ils soient trop dégradés. Cette magnifique porte en PVC qui avait été mise à la place d'une porte en serrurerie que vous devinez un peu à droite, qui est en fait des photos de chantier qu'on a faites des maisons voisines pour s'inspirer lors de la reproduction de cette menuiserie à l'identique, puisque donc on a évidemment enlevé la fenêtre de la porte PVC, fortement incité à le faire par l'architecte de la ville, parce que ça augurait de grosses dépenses, mais c'était quelque chose auquel il tenait. Il faut savoir qu'à cette époque où on l'a fait, Saint-Nazaire n'avait pas encore classé ce patrimoine-là comme un patrimoine de la reconstruction, c'était un peu en cours, et donc du coup nous on a déposé un permis où on s'était donné certaines possibilités, notamment sur cette porte, en passant sur une menuiserie à lutte, tout ce qu'il y a de plus basique, vitrée évidemment, avec mais opalescente. Et en fait voilà, l'architecte de la ville nous a dit c'est vraiment très dommage de passer à côté quand même de ça, c'est du vandalisme. Donc voilà, on a doublé le prix de la porte, mais on a refait une porte que vous verrez sur les photos finies à l'identique. Alors, manque de peau, elle est ouverte sur la photo, mais vous la verrez depuis l'intérieur. Ça a été trop bien. Donc voilà, au final, un coup de peinture blanche après, les menuiseries ont été changées, les volets roulants évidemment enlevés. Quand on est plein nord, un store intérieur, ça fait très bien le boulot. Donc il n'y a pas besoin d'affubler la maison de ces choses-là, surtout que les vitrages aujourd'hui, en termes de sécurité, apporte plus de garantie qu'un volet roulant. La création d'une porte de garage, donc on l'a pas faite n'importe comment, on n'a pas souhaité l'exprimer, mais les maisons voisines en présentaient probablement d'époque. Donc on a respecté le calpinage des maisons voisines. Et puis le reste,
je pense que c'était à peu près fidèle à l'aspect que ça devait avoir à la livraison. Et puis côté jardin, c'est là que l'intervention est quand même la plus visible. Donc là-haut, on s'est contenté de revoir juste le calpinage des menuiseries, donc puisque l'aspect tiercé est quand même assez caractéristique là d'avoir des ensembles qui forment des 2 tiers, 1 tiers. Donc on a gardé ça, sauf comme on a des menuiseries plus grandes aujourd'hui, on a fait là où il y avait 2 modules, on en a fait 1. Donc au final, on a moins de vantaux, mais on a les mêmes proportions qu'à l'époque. Et puis en bas, on a mis ce triple coulissant 6 vantaux là, qui permet un refoulement à 2 tiers, 1 tiers aussi, et donc de dégager une grande ouverture vers le jardin. Voilà, le tout accompagné d'un élément aussi accordéon intérieur qui permet de fractionner encore cette pièce de vie en 2 selon les usages. Et puis à l'étage, on voit bien comme on a tiré profit des becs qui finalement, étant les ouvertures, historiquement, les ouvertures de la pièce de vie étaient très grandes. Donc en fait, pour les salles de bain et pour les pièces secondaires de vie ou de nuit, elles se sont avérées tout à fait convenables, très grandes, très en lien avec le goût qu'on a aujourd'hui pour l'ouverture vers le dehors. Et on devine un peu, pas très bien sur la photo, mais l'effet que produit la maille quand elle est fermée, puisque sur la photo de gauche, la maille est fermée. Donc on voit des formes, on lit un peu le paysage, et en même temps, on n'a pas l'impression d'être vu depuis son intérieur. Voilà, et puis après, à l'intérieur, c'est nos confrères de Fichtre là, qui ont réalisé tout le mobilier bois, conçu et réalisé. Donc ça vient se loger assez bien dans l'enveloppe qu'on leur avait produite. Et puis on voit cette fameuse porte refaite à l'identique, donc elle a fermeture 5 points, elle est isolée comme une porte d'aujourd'hui devrait l'être, et elle respecte à peu près le calpinage des pavés de verre qui était l'esprit de l'époque. Et on essaye malgré tout de pallier un peu au phénomène de parois froides avec l'ajout d'un rideau très très doublé pour essayer de se couper un peu du rayonnement dans cet endroit, puisque du coup toute la maison a été isolée par l'intérieur avec environ 16 cm d'isolant minéral. Voilà. Donc le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est le projet en pierre avec une construction ossature bois en extension de celui-ci. Donc là, c'est pas toujours manque de peau. Là, il était mal orienté. Voilà, il est est-ouest, enfin mal orienté d'un point de vue thermique, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que c'est chouette l'est et l'ouest aussi, mais ça permet moins le contrôle solaire qu'une orientation sud. Donc là, et puis surtout, il était affublé, contrairement à l'autre, de pas mal d'excroissance. Donc là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de patrimoine pour ce qui a été fait sur cette maison. Côté rue, c'est pas tellement visible. On la lit plutôt. Donc c'est la maison blanche centrale là, avec un R+1, une partie R+1 et une partie rez-de-chaussée. Mais par contre, côté jardin, c'était un peu la galerie des monstres. En fait, il y avait des adjonctions comme ça, vous voyez, qui ont été faites au petit bonheur la chance, au gré des besoins probablement. Donc là, il a fallu assez rapidement faire abstraction de tout ça et s'autoriser aussi à faire abstraction d'une partie de ce patrimoine qui est le bâti de droite, dont on lit que la charpente, clairement, enfin la toit, à travers les formes de la charpente qui ondule bien, là, on se doute que la charpente aussi doit onduler significativement. Et on avait quand même une problématique de sortir beaucoup de matériaux, parce qu'on va casser quand même beaucoup de choses. Et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'un moyen peut-être pertinent d'approcher ça, c'était de préserver la bâtie en R+1 qui était en meilleur état, de démolir la partie en rez-de-chaussée et de pouvoir faire entrer des engins lourds pour sortir tout ce qui avait été bâti au fil de l'eau à l'intérieur. Donc c'est un peu l'image numéro 1, le schéma numéro 1, où on voit la grosse pelle qui rentre en roulant sur la maison. Donc c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Enfin, on a d'abord déposé la maison, mais après on a fait la place. Du coup, après, c'est posé la question de comment est-ce qu'on faisait un ajout de bâti. Évidemment, comme le bâti, je vous le disais, est-ouest était moins bien orienté pour une pièce de vie que si on avait eu un sud pour profiter d'apports solaires passifs et pour se protéger de manière estivale avec efficacité. On a tout de suite projeté un bâti dans le jardin qui permettait aussi pour une pièce de vie d'être en lien avec le jardin. Donc c'est le volume jaune qu'on lit tout en bas. Donc en fait, on a assez vite, avec la maîtrise d'ouvrage, discriminé un peu les pôles du programme qui en fait étaient des pôles de nuit qui sont dans la maison existante en bleu, qui donc du coup se satisfont assez bien d'être orientés plein est et puis d'être dans une maison en pierre qui du coup bien isolée avec intelligence profite pleinement de son inertie et donc est gage normalement de pièces de nuit fraîches dans lesquelles il fait bon dormir. À l'inverse, les pièces de jour dans lesquelles on est plutôt statique et dans lesquelles on a envie de pouvoir être assis dans son canapé, dans son salon sans avoir un ressenti de fraîcheur, elles sont dans un volume ossature bois, donc assez fortement isolé, très bien orienté, avec donc beaucoup d'apports de captation d'apports solaires passifs. Et puis il y a 2 autres petits volumes, un petit en gris clair tout en bas, qui est le volume en fait des pièces de vie annexes, parce que finalement une manière aussi de rénover et de créer du bâti thermiquement économe, c'est peut-être aussi de discriminer les programmes qui n'ont pas besoin d'être tout le temps chauffés ou qui peuvent l'être de manière intermittente ou qui dans le temps vont peut-être ne plus avoir besoin de l'être. En l'occurrence, c'était les chambres des enfants qui étaient de grands ados, et puis le garage évidemment et l'atelier de couture. Et donc du coup, ces
pièces-là ont été sorties dans un volume dont d'emblée on s'est dit avec le maître d'ouvrage qu'elles seraient peut-être des périodes de chauffe différentes du reste de toute la maison. Et puis il y a le volume gris foncé, je ne sais pas si on le lit, qui est au milieu, qui permet en fait de desservir ces différentes parties de programme. Donc voilà, là il y a une image, je fais en écho aux premières conférences là, qui évoquaient le terme de palimpseste, là, qui étaient ces fameux parchemins sur lesquels on lisait les différentes écritures du temps et réécritures qu'il y avait eu. Donc là, nous, c'est un petit clin d'œil à cette première conf là, où en effet, sur ce bâti, on lit un peu tout ce qui s'est passé. Donc là, on voit notre pignon existant dans un état de chantier relativement avancé, où aux grandes dames de Monsieur Janière, on a fait des gros linteaux en béton dans tous les sens. Bon, c'est difficile de faire des gros linteaux en pierre quand même. Alors, on a peut-être pu faire les poteaux, mais c'était beaucoup plus cher. Donc, du coup, là, on lit voilà, la maison, on lit l'ancien pignon en pierre, on lit le fait qu'il était lié avant à une autre corps de bâti, on lit ce que nous, on lui a fait subir, c'est-à-dire nos interventions maçonnées pour lui l'ouvrir plus généreusement vers les extérieurs, et on lit aussi les aléas du chantier parce qu'on a un bout de pignon qui est venu un peu avec le frangement. Donc, du coup, on l'a reconstruit avec intelligence puisqu'on l'a remis à un matériau perspirant, enfin, hein, c'est ça ? Mieux que le parpaing. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'il est content, ça. Donc, voilà, donc bah, oui, forcément, la grosse pelle, il faut un gros godet pour casser la maison. Donc, voilà, bah, c'est cette question aussi de qu'est-ce qui fait patrimoine. Au début, c'était un peu difficile pour nous de faire fi d'une partie du bâti, mais c'était peut-être pour mieux valoriser ce qu'on avait gardé. Donc, on en a démoli une petite partie, et puis on a injecté l'effort sur le reste de la maison en pierre pour le valoriser. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais donner la parole à Manuel, donc, qui va vous faire le tour de ce qu'on a fait à la pierre. Je vais aller vite sur le bois, puisque ce n'est pas vraiment le sujet, mais évidemment, donc, il y a une grosse construction en bois, dont vous vous doutez, qui a eu lieu autour pour sertir un peu ce bâti pierre et pour accueillir du coup les pièces de jour et la partie un peu annexe. Donc, c'est la magie du bois, c'est que c'est des chantiers secs qui vont très vite. Vous connaissez probablement l'histoire. Et donc, il y a 2 charpentiers, et un mois après, il y en a un 3e qui vient scier du bardage, et c'est fini. Voilà. Donc pour ce qui est de la pierre, je vais laisser du coup, je vais te passer la parole. Donc oui, au niveau du projet, donc là, au niveau du bâti ancien, on partait sur une maison qui a eu des modifications au niveau des enduits déjà. Tout son périmètre extérieur a été revêtu d'un enduit ciment. Donc pour nous, c'est pas bien parce qu'en fait l'enduit ciment c'est un enduit imperméable en fait, donc au niveau de la perspirance en fait, la vapeur d'eau qui va circuler dans vos matériaux de mur ne va pas se faire, donc en fait vous aurez beaucoup plus de problèmes d'humidité. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait tomber tous les enduits de la maison, et derrière, ça c'était un des grands choix aussi avec notre client, c'est que pour nous, un enduit pierre vue, c'est pour les vaches. Les enduits pierre vue, c'est pour les fermes, parce que à l'époque, on n'enduisait pas le bâti ancien sur les bâtiments de ferme, d'élevage, parce qu'en fait, les vaches, elles n'avaient pas besoin de s'isoler. Ou alors c'était de la paille, un endroit de stockage. Mais par contre, tout le bâti ancien, habité, était enduit à l'extérieur. Parce qu'en fait, un bâti ancien, un bâti en pierre, c'est comme si vous ne l'enduisez pas, c'est comme si vous montez votre maison en parpaing, et en fait, vous n'enduisez pas vos parpaings. C'est exactement la même chose. Donc le choix a été fait, surtout qu'en plus, avec les grosses modifications qu'ils ont fait sur les grosses ouvertures, on a fait des enduits pleins sur 3 façades, sauf la façade côté rue. Et aussi, cette façade côté rue, c'est la façade qui risque le moins, parce qu'en fait, c'est la façade nord. Et ici, dans la région, c'est façade d'ouest, où là, on a toutes les intempéries, toute la pluie, les vents arrivent de la façade ouest. Donc, il faut vraiment protéger cette façade. Après, les autres façades, on va dire que le pierre vue est toléré, si vous voulez vraiment isoler votre maison, enduisez-la surtout à la chaux. Donc là, tous les enduits qu'on a fait, c'était des enduits chaussables. Je change comment ? Et après, alors là, on va passer à l'intérieur. Donc nous, on fait de la projection chaud-chambre.
Donc la projection chaud-change, ça consiste à projeter de la chaux et du chanvre sous la fibre. En fait, c'est de la chènevotte. C'est la tige du chanvre. On prend une petite partie qu'on appelle la chènevotte et en fait, nous on l'applique en projection. Donc, comme le disais tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite qu'en branchage ou qu'en à la main. Après, c'est Bagdad, parce que Pierre pourra le témoigner, mais c'est qu'on en fout partout. Vous voyez, dans l'univers où on est, c'est un univers, en fait, en plus on est à l'intérieur, donc c'est plein de poussière, d'humidité. Donc on protège tout. Et en fait, ici, sur ce chantier-là, on a décidé de mettre 10 cm, je crois, c'était ça, 10 ou 15 cm de béton de chanvre. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, le chaud chanvre, en fait, faut savoir que le chanvre, il retient 5 fois son poids en eau. Donc, en fait, derrière, le but du béton de chanvre, en fait, c'est d'isoler, mais c'est pas le meilleur isolant. Mais par contre, comparé à d'autres isolations classiques comme la laine de bois, enfin si on reste dans le naturel de la laine de bois ou ou même de la laine de chanvre, mais en fait, lui, il va beaucoup jouer sur la vapeur d'eau. Et donc, en fait, vous allez avoir un ressenti dans votre maison qui sera meilleur qu'avec un isolant classique. Donc, en fait, même s'il va faire, on va dire, froid dans votre maison, c'est comme si vous allez à la neige, vous montez en altitude dans les Alpes, il va faire froid, mais vous aurez moins froid qu'ici, parce que dans les Alpes, ça sera un froid sec, alors que chez nous, c'est un froid super humide. Et en fait, le chanvre, lui, il va gérer cette humidité. Donc en fait, vous aurez peut-être moins chaud dans votre maison, mais vous aurez un meilleur ressenti. Donc vous aurez besoin de moins chauffer, en fait. Donc nous, on applique ça avec la machine. Donc, et puis après, ça, c'est notre corps d'enduit, ce qu'on appelle ça. Notre béton. Et après... Hop là. Donc après, derrière ce béton de chanvre, on applique, là, chez le client, on a appliqué un chaud chanvre. Donc c'est pas la même chaux et puis c'est pas la même chènevotte. Mais en fait, et puis c'est pas les mêmes proportions de chaux. Et le but, c'est que on arrive, en fait, on remplace le peintre. Donc ce qui est bien dans un chantier avec nous, même si on emmène beaucoup d'humidité, en fait, c'est tout un complexe de chantier quand on travaille avec des produits naturels. Et puis, on a souvent des problématiques de timing. Faut vraiment que l'architecte le prenne bien en compte parce qu'en fait, on emmène beaucoup d'eau dans la maison. Il faut savoir qu'un béton de chanvre, on met 1 cm, ça sèche, l'eau se rétracte de 1 cm par semaine. Donc si vous avez 15 cm de chanvre, voilà, ça fait 15 semaines. Donc en fait, on ramène beaucoup d'humidité. Donc derrière, en fait, les autres corps de métier, faut qu'ils s'adaptent à nous et il faut que l'architecte s'adapte à cette problématique-là. Donc, et puis après, il y a aussi l'environnement, comme par exemple cette année, il a fait super beau. Donc, en fait, l'humidité qu'on a générée, plus l'humidité extérieure, a fait que nos bétons séchaient beaucoup moins vite. Donc, en fait, on a cette grosse problématique, en tout cas sur nos chantiers, pour gérer cette vapeur d'eau et cette humidité. Et je reviens avant. Tac. Et après, sur ce chantier-là, on a fait de la brique de terre crue. Donc la brique de terre crue, c'est de la brique qui n'est pas cuite. Et en fait, on s'en sert, ça va nous gagner vachement d'inertie. Ça va vous gagner vachement d'inertie dans votre maison. Et ça va aussi gérer un peu votre vapeur d'eau. Et en fait, derrière ça, c'est un gain, une économie d'énergie au niveau de la consommation de votre maison. Parce qu'en fait, dès qu'il va faire chaud, toute la brique va absorber cette chaleur et va vous la restituer le soir. Donc, il fait frais la journée, mais chaud le soir.
Donc voilà, après bah, c'est tout. Ce que j'aurais à dire. Des vaches. Ouais, parce que du coup, pour conclure sur cette brique, finalement, Manuel est venu compenser les défauts que notre construction bois avait, puisque l'un des défauts de la construction bois, c'est quand même son absence d'inertie. Donc voilà, on l'a rapporté par le truchement de la brique de terre crue, et puis évidemment, on y a installé le poêle, comme ça, on maximise l'effet. Quand le poêle chauffe par rayonnement, il rayonne, et donc il réchauffe ce mur, qui donc fait profiter toute l'extension bois de son inertie. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je suis Marine Canté, je viens du Finistère Nord, à Morlaix, à côté de Brest. Alors du coup, il y a plein de choses qui ont été dites. Donc j'ai mon papier, j'ai ce que je voulais dire et il va y avoir ce que je vais vous dire. Et puis il y aura le moment des questions. Donc voilà, mais il y a des choses techniques que je vais peut-être passer parce qu'ils en ont déjà beaucoup parlé et très bien. Donc je les remercie. Alors, moi j'avais une petite présentation un peu de l'agence. Donc moi je suis Marine Canté, je suis architecte, je suis originaire de Morlaix et de l'île de Saint, plein ouest. Et j'ai une agence qui s'appelle Calc, le collectif d'architectes Léopold Canté, qui est composé de 6 collaborateurs. Et on est tout récemment, on fait partie tout récemment de l'album des jeunes architectes et paysagistes 2023. Donc voilà, on est très content de cette récompense. Alors on travaille beaucoup sur une partie, le tiers de notre travail, on va dire, c'est des rénovations assez lourdes avec aussi de l'aménagement intérieur, un regard aussi particulier sur les ambiances qu'on peut y créer. On travaille aussi beaucoup main dans la main avec une architecte du patrimoine aussi sur des grosses restaurations et du bâti ancien. Et on travaille aussi sur des projets publics et essentiellement sur des rénovations, un petit peu de neuf, mais voilà, on a vraiment une appétence pour le lien entre l'ancien et le contemporain, ou vraiment que de la restauration de l'ancien. Moi, je souhaitais commencer du coup ma petite présentation avec un tableau de Patel du XVIIe siècle, juste pour faire un lien en fait et parler un peu. Moi, je vais parler de ruines en fait. Et c'est vrai que voilà, à la Renaissance, le sujet de la ruine bat son plein, et on peut le voir sur cette illustration, donc qui mélange la ruine d'un bâti avec du végétal, des animaux qui s'en mêlent. Tout ça, c'est assez poétique, et je souhaitais introduire le sujet avec ce tableau parce que c'est ça qui m'a plu sur le projet que je vais vous présenter. Du coup, c'est le projet de la restauration d'un bâti, donc qui est ma maison personnelle, qui est aussi en Finistère Nord, et qui est qui fait partie d'une ferme. Et les bâtiments dont je vais vous parler, c'est des crèches qui font partie de cet ensemble. Donc, comment sont passées un peu les différentes phases de la restauration de ce bâti? Donc, ça commence par un relevé, donc une prise de cote de l'ensemble. Et on ne le voit pas trop, c'est dommage sur le petit dessin du bas, mais un diagnostic, en fait, et une lecture du bâti. Donc, vous en avez déjà parlé. Mais moi, j'avais commencé, donc j'ai eu un petit coup de foudre pour cette ruine, et j'ai commencé par une formation avec Thiès Braise sur la lecture du bâti. Donc, on peut accueillir en fait Thiès Braise avec un groupe, moyennant d'avoir au moins un local chauffé, ce qui n'est pas évident quand on a une ruine, sur le site, chauffé avec de l'électricité pour accueillir un groupe et vraiment avoir un regard en fait sur ce bâti, pouvoir y lire les désordres, ses spécificités, les typologies des pierres, des encadrements, des appareillages. Donc là, on est sur une ruine de bâtiments agricoles qui doit être sur du XVIIe et du XVIIIe. Encore une fois, c'est compliqué à dater sur le bâti ancien en secteur agricole parce qu'il y a beaucoup de remaniements et de réutilisation de pierres. Ensuite, je voulais juste faire un lien encore, c'est le dernier tableau, hein, je vous promets, avec un tableau de Millet du 19e, en fait, qui représente une ouvrière qui travaille le lin, parce que c'est toujours aussi intéressant quand on restaure un bien ancien de regarder, de dézoomer en fait et de s'intéresser au cadastre ancien. On en a déjà parlé tout à l'heure. Là, c'est le cadastre napoléonien, et c'est vrai que de prendre un peu de hauteur, ça permet de se rendre compte par exemple par rapport à ce site. Donc au fait, la ruine dont je vais vous parler, elle est vraiment au cœur de cet ensemble. C'est qu'au fait, on a un point d'eau, on a une roue, on a
en fait un hameau en fait, qui est vraiment typique des hameaux du Trégor, qui était lié au travail et à la transformation du lin, qui a fait comment la richesse, en fait, une partie de la richesse, en tout cas, de la Bretagne Nord et du port de Morlaix. Donc c'est vrai que ce regard un peu de diagnostic et d'intérêt sur l'histoire, ça donne envie de prendre soin de ce petit patrimoine qui n'est pas forcément classé ni inscrit, mais sur lequel on peut apporter un regard particulier pour s'intégrer et être assez sobre dans son traitement. Alors, plus concrètement, voilà un peu les plans du coup du projet. Alors du coup, si vous, avec la souris, vous ne voyez pas en fait. Si, peut-être plus avec ça, avec le pointeur. Donc, au fait, le projet, c'est un L. Donc, on avait une partie vraiment ancienne où il y avait une partie de la charpente qui tenait encore debout et une partie qui était vraiment en fait, une ruine avec des pavés au sol. Donc, il y a des choix à faire dans une rénovation et les choix que nous, on a fait, c'est de restaurer, selon les règles de l'art, en tout cas la partie ancienne, en conservant les maçonneries, en restaurant la charpente au maximum en chêne, en y incluant des enduits naturels, on va le voir par la suite. Et la partie qui était vraiment en ruine, en fait, elle était composée de pavés anciens. Et en fait, c'était une crèche pour les animaux, donc il y avait beaucoup d'urine, beaucoup d'excréments. Et c'est un peu compliqué, en fait, d'avoir la même méthodologie sur cette partie-ci que sur celle-ci. Celle-ci, on était sur une terre battue, plutôt un atelier. Et dans la partie où on a les animaux, du coup, les pieds de mur, les sols, ils sont imbibés, en fait, de ces éléments-là. Et on réfléchit différemment. De plus, la maison, elle est attenante à une maison voisine, donc qui fait partie de cette ferme. Et on a le sujet en fait, de copropriété et de traitement de l'humidité, de venir contre, sachant qu'il y a un peu de topo, il fallait reprendre les bases du mur de la maison voisine. Du coup, le choix a été fait de vraiment déconstruire toute cette partie-ci, de trier toutes les pierres, de les numéroter, dans l'idée de les réutiliser. Mais en tout cas, sur la construction de cette partie du coup plus contemporaine, on est parti sur une construction plus traditionnelle en parpaing, avec un doublage en pierre maçonnée sur la grande cour, afin de garder en fait cette ambiance de ferme et vraiment de l'intégrer totalement. Donc voilà, là on a vraiment sur ce projet des choix techniques et économiques qui se font dans l'avancement pour pouvoir traiter les différentes problématiques. Donc c'est une maison en L ou en U, on peut dire, autour d'une terrasse carrée, avec une partie contemporaine qui s'ouvre complètement sur une partie végétale, parce qu'on a toute une forêt en face. Et ici, on a conservé vraiment la trame des ouvertures anciennes. On le verra sur les visuels. Et à l'étage, toute la partie nuit. Donc, je vais passer assez rapidement sur les moments chantiers, parce qu'il y a un petit film qui le résume assez bien. Mais là, voilà, on peut visualiser un peu la phase fondation maçonnerie. Donc moi, avec mon compagnon, on a fait une bonne partie des travaux. Tout ce qui était purge, démolition, terrassement, réseau d'eau pluviale, récupération d'eau pluviale aussi par cuve, phytoépuration aussi. Donc c'est des mots qu'on a entendus tout à l'heure, qu'on a fait nous-mêmes. Et on a été aidés par les entreprises sur tout ce qui était montage de maçonnerie et appareillage. Donc là, on peut voir les démolitions, les terrassements, la rencontre entre le parpaing et la pierre, comment est-ce qu'il se fait. Et on voit qu'il y a cette réservation d'épaisseur avant d'y intégrer l'ensemble de la maçonnerie qu'on voit ici, qui est en cours de montage. Les positionnements des baies, là, il n'était pas bon, mais c'est quand même une petite photo de chantier. Ensuite, les remontages de charpente. Donc là, on a vraiment la rencontre entre le sapin et les intégrations de poutres chêne et les réempochements, parce que vraiment, il y avait des poutres qui s'affaissaient. Les remplacements, les besoins de remplacement de pièces qui étaient du coup répertoriés dans le cadre du diagnostic. Et ensuite, voilà, le montage de la charpente. En termes de thermique, donc nous, on souhaitait une maison qui garde les proportions de l'existant, sa volumétrie, qui s'intègre, une maison confortable, économe, ouverte sur l'extérieur et lumineuse. Et pour ça, nous, on a fait en tout cas le choix d'avoir un chauffage au sol, circulation d'eau chaude, d'avoir un poêle à bois en complément. La maison est entièrement isolée en laine de bois. Elle est complètement aussi étanche à l'air dans la partie neuve, dans la partie ancienne qu'au niveau des rampants. Mais dans la partie ancienne, vu qu'on a un enduit terre avec un badigeon, ça fonctionne comme une étanchéité à l'air, on peut dire, sauf que les murs respirent encore. Donc ça a pas mal d'atouts. Et ici, du coup, devant la maison, la cuve de récupération.
Ici, du coup, ça image la mise en place du chantier de terre, un enduit terre-paille en 2 couches, correcteur thermique de à peu près 6 cm avec une finition en lissage badigeon de terre. Et ici, ce qui est assez drôle, je l'ai mis un peu comme une anecdote, mais une fois qu'on se fait la main sur une nouvelle méthode, et ben là, on l'a réappliquée, on a rénové un petit appentis attenant et on a tout de suite réutilisé la terre pour les arases, on a récupéré des vieux planchers pour faire une volige. Et en fait, c'est rigolo quand on s'approprie une méthode, et ben après, on peut la réappliquer et c'est des méthodes écologiques et économes et c'est vraiment intéressant et facile à mettre en œuvre. Sinon, pour tout ce qui est enduit terre-paille, on en parlera tout à l'heure, mais mon compagnon avait fait aussi une formation TS Braze. Et moi, je m'étais formée avec les maçons qui faisaient la formation TS Braze sur les badigeons de terre. Donc là, je vais mettre le petit film du chantier de ma maison. Donc là, on peut voir l'état de la ruine. Donc là, c'était la zone où il y avait tous les pavés où les animaux séjournaient, les baies en place avant d'être numérotées, la partie qui tenait vraiment debout. Et là, voilà, on voit bien que les murs sont vraiment complètement décousus. Donc toutes les ouvertures ont été conservées. Là, on est sur le montage béton, enfin un parpaing. On a une grosse poutre de 7 mètres aussi, donc il fallait un ouvrage assez conséquent. Donc là, le doublage en pierre avec les pierres numérotées, les arases, le début de la charpente, le démontage. Donc pour faire de l'économie, en fait, on faisait beaucoup de manutes. Donc toutes les déposes, on les a fait. Tous les triages d'ardoises anciennes, tous les découpes d'ardoises nouvelles aussi. Donc c'est important, tout ce qui est manutention, main d'œuvre, si on souhaite faire des économies, de mettre la main à la pâte, ça marche bien. Donc là, la laine de bois. On a mis en œuvre aussi. Le chauffage au sol. Le début de terrasse. Et là, c'est tous les calages pour les enduits terre. Donc on l'a fait avec des tasseaux au début, mais bon, je ne le conseille pas forcément parce que quand on enlève les tasseaux, ça peut faire des micro-fissurations parce que ça ne se tasse pas et ça ne sèche pas de la même manière. Et en fait, en lissant ces couches manuellement, c'est suffisant en fait. Donc là, c'est le chantier de terre. Il faut de la main d'œuvre, il faut du matériel. Chantier participatif, comme tout le monde. Donc là, c'est les premières couches qui vont sécher. Ben, pareil, tout à l'heure, on parlait de délai. Il ne faut pas vraiment avoir de temps. Nous, on avait de la chance, c'était l'après-Covid. Il a fait très beau, il y avait beaucoup de vent. Donc ça a séché en 3 mois. Mais ça peut être 8 mois, très long. Et là, c'est la première couche. Et vraiment, en 1 mois, elle avait bien séché. Donc là, il faut s'attendre à avoir de la pelouse qui pousse sur son mur. Mais en fait, il suffit de prendre une brosse à clous et de frotter en fait sa surface, ça la reventile, ça enlève de moisis, ça permet de ressécher. Ensuite, on met la deuxième couche, on fait pareil, et après on lisse au badigeon. Voilà, là c'était avant badigeon. Donc voilà un peu le résultat. Et là, il y a le reste du boulot derrière. Voilà, et là juste un petit récap des photos. Donc la vue du ciel en plan masse, de la maison un peu en U autour de la terrasse carrée, la façade d'origine, le résultat, l'élévation arrière, ce que ça peut rendre.
Après, je m'étais aussi accompagnée par le CAE du Finistère, tout ce qui était le pôle paysage, tout ce qui était agrément, choix de plantes, etc. Ça m'avait aussi aidé à avancer. Là, les enduits terre bien lissés, qu'on peut voir avec ce côté qui tranche avec la partie plus contemporaine. Voilà, merci. Merci beaucoup Marine. Merci à vous pour votre écoute, merci pour ces 4 beaux projets. Oui, bonsoir. Dans le premier projet, je n'ai pas suivi comment vous aviez traité les remontées capillaires. Ou je n'ai pas bien écouté. C'est vrai que j'ai peut-être parlé un petit peu vite des fois. Mais comment on les a traités? En fait, on les a traités par drainage. Le drainage, un drainage extérieur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de drainage, mais éviter que l'eau extérieure souterraine puisse rentrer sous les sous-bassements de la maison. Et puis par l'intérieur, c'est principalement quand même le drain intérieur qui est fonctionnel. Nous, on le voit bien aux écoulements d'eau. Donc, on l'a fait dès lors qu'on avait décaissé la maison. On est venu mettre du drain en fait en suivant un cheminement, un plan de drainage à l'intérieur de la maison avec des évacuations. Alors il y a plusieurs techniques de drainage. Il y a des drainages notamment pour tout ce qui va être lié au radon avec une ventilation du drain. Nous, on n'a pas fait cette technique-là. L'idée, c'était vraiment d'évacuer l'eau. Donc voilà, c'est au travers de drains qui se mettent dans la maison, vraiment le plus au fond sur la terre directement. Et puis après, c'est là où on est venu faire le hérisson. Donc le hérisson, c'est une part très importante du drainage. Le hérisson, pourquoi ça s'appelle un hérisson? En fait, j'ai eu l'occasion d'en faire un, j'ai vite compris. Le vrai hérisson, en fait, c'est des pierres qu'on mettait vraiment sur champ, exactement. Et en fait, on pouvait pas marcher dessus, c'était vraiment pointu. C'est comme ça que ça se faisait auparavant. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'humidité qui a tendance à remonter, au fur et à mesure, elle n'arrive pas à remonter, elle se condense et redescend en fait plus bas. Et c'est là où elle s'achemine vers les drains qu'on avait au fond et vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on a traité. Et on est vraiment satisfait. Non, sur la maçonnerie, on n'a rien fait. Sur les murs existants, on n'a vraiment strictement rien fait. Ouais. On a vraiment traité intérieur et extérieur. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça aurait pu être fait en décaissant moins. Il faut vraiment voir en fonction du bâti, de la pathologie qu'on retrouve dessus. Nous, oui, c'était le choix on a eu l'occasion de pouvoir faire ça. Mais ce qui compte, en fait, c'est d'éviter que l'eau puisse remonter dans les sous-bassements de pierre. Donc, en fait, il faut identifier jusqu'où vont ces sous-bassements, d'où arrive l'eau. Et puis, on n'a pas forcément fait tout à fait pareil en fonction des endroits sur le bâtiment, mais c'est l'idée. C'est un petit peu au cas par cas, mais bon, la technique est là. Bonsoir, juste pour continuer, par rapport au hérisson, vous avez parlé de verre cellulaire. Alors, qu'est-ce que vous appelez verre cellulaire? Est-ce que la technique est la même qu'avec un hérisson en pierre, où on part souvent avec des grosses pierres et puis après on va sur... Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est la même. En fait, on est sur c'est du granulat de verre qui a été soufflé. Alors, il y a plusieurs marques qui font ça, mais du coup, on se retrouve souvent, on fait un hérisson idéalement avec des pierres, enfin du caillou de 20-40, voire un petit peu plus gros. Hein. Et du coup, on est à peu près sur la même chose. Donc, on est sur des granulats qui font quand même à peu près cette taille, hein, 20-40 aussi. Et c'est le même principe quand ça aurait pu être fait en caillou. Et puis, sauf que nous, l'idée, c'était quand même d'essayer de gagner des épaisseurs, parce que le système de chauffage est un petit peu épais. Il fait 25 cm d'épaisseur. Et du coup, on avait besoin de gagner de la hauteur sur certains éléments de notre complexe, notamment pouvoir faire un hérisson et le côté isolant, puisque le verre cellulaire a quand même une bonne résistance thermique, même en présence d'humidité. Ça, c'est une de ses caractéristiques aussi. Donc ça nous permettait d'économiser quasiment 10 cm d'isolant qu'on aurait mis au-dessus de gravier, par exemple. Tu voulais compléter? Je reviens juste au niveau du verre cellulaire. En fait, le verre cellulaire, c'est comme si vous aviez une comète dans la main, et c'est très très léger. Et vous pesez un verre de cellulaire dans un verre d'eau, il va flotter. Donc en fait, il y a
et l'eau ne va pas remonter en fait dans votre dalle, alors qu'elle soit en béton ou en chaux. Et donc c'est vraiment c'est ça qui est spécifique. Et vu qu'elle piège de l'air, ben, l'air c'est le meilleur isolant. Donc en fait, vous allez gagner en inertie au niveau de votre sol. C'est pour ça que je pense qu'il a mis ça. Excusez-moi, et sur l'épaisseur de ce genre de hérisson? Il y a une question juste avant. Ouais, là, on parle de 20 cm. Oui, moi c'était une question du coup pour le deuxième projet de la maison en pierre. Vous disiez que au grand malheur de Manuel, vous avez choisi du béton pour les encadrures de baies et de même on voit que ça a été le rempart a été comblé en briques. Qu'est-ce que Manuel vous auriez fait pour préserver préserver l'édifice? Déjà en fait sur un bâti ancien on essaye de le préserver et c'est vrai que dans notre imaginaire maintenant on cherche à avoir beaucoup de lumière, donc en fait par exemple, même le troisième projet, on a des petites ouvertures. Généralement, en fait, dans le bâtiment ancien, on se préservait de la chaleur. On conservait la chaleur avec des petites ouvertures. Maintenant, on a l'électricité, donc c'est facile. Donc en fait, on fait des grandes ouvertures. Alors moi, dans le bâtiment ancien, j'aurais pas pu faire quelque chose en pierre vraiment, parce que déjà les bureaux de contrôle ils m'auraient botté en touche. Voilà, donc en fait un élément, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en fait sur un bâti ancien, quand on commence à mettre des éléments qui sont comme le béton en fait, ou le parpaing, qui sont très rigides vis-à-vis d'un bâtiment en fait qui est en pierre. Donc là, c'était un bâtiment qui était en pierre, c'est du granit ou du schiste. Et puis avec le liant, en fait, c'était un mélange de terre argileuse. Donc en fait, on a une structure qui est vraiment qui bouge et avec un matériau solide. Donc en fait, quand on a même l'environnement fait qu'on a des changements de sol. À l'heure actuelle, on a beaucoup de changements de sol à cause du réchauffement climatique en partie ou d'autres choses. Et ce qui fait qu'en fait, ces éléments rigides peuvent perturber l'équilibre de la maison. Donc en fait, c'est des choix qui sont faits. Et c'est des choix on en a parlé avec Pierre et puis on en a parlé aussi avec le client, mais en fait c'est soit on le fait avec des matériaux style béton, ou soit on préserve notre bâti ancien et puis on se dit on a un peu moins de lumière, mais c'est pas grave. Donc après c'est vraiment des choix du client et de l'architecte et du maçon qui va potentiellement faire l'ouverture, quoi. Parce que, en fait, pour être plus explicite, en gros, avec ce que est capable de faire Manuel en pierre, en gros, on fait pas du tout le même projet. Donc en amont, c'est vrai que nous, on a abordé la construction pierre comme on avait abordé les constructions justement parpaing qu'on rénovait jusque-là. C'était notre première maison en pierre. Et donc, on a frangé comme des zinzins un peu partout, y compris près des angles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une partie du pignon qui est descendue, parce que la pierre, elles sont harpées dans les angles. Donc, en fait, t'as pas de chaînage vertical en béton tranquille, et puis tu scies à côté, ça se passe bien. Donc, ça s'est pas bien passé. Donc, quand le maçon a commencé à suivre son trait de coupe, même lui, il l'avait pas vu. Il a vu les pierres qui commençaient à venir, il s'est dit tout va descendre. Donc, il a tout fait tomber, et on a pris le parti, du coup, de remonter une partie du pignon. Donc, c'est vrai qu'il faudrait rénover ce patrimoine-là, en tout cas si on veut le rénover de manière pleinement cohérente et éviter des traumatismes ultérieurs liés au tassement dont parle peut-être Manuel, qui risque de survenir, mais on va croiser les doigts pour que ça ne survienne pas, mais c'est vrai que le risque c'est que ce point dur ne bouge jamais, le point béton, et le reste se vive avec le terrain, et dans ces cas-là il y aura des fissures inévitables malgré toutes les trames qu'on a fait mettre en façade pour essayer de ponter tous ces matériaux hybrides qu'on a juxtaposés. Mais c'est vrai que ça reviendrait à modifier clairement notre manière de concevoir le projet, et c'est peut-être ce vers quoi on va aller, parce qu'on change aussi un peu au gré des belles rencontres qu'on fait. Merci. Y a-t-il une dernière question avant de partir? Ouais. Une petite question sur la compatibilité entre les... Il y a pas mal d'aides de l'État
concernant la rénovation énergétique, etc. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre justement une rénovation respectueuse, écologique, quoi, et ces fameuses aides Est-ce que vous auriez des éléments là-dessus? Vas-y. Vas-y, si tu as plus de points techniques. Pour notre part, nous, c'est ce qu'on avait fait à l'époque, et puis c'est aujourd'hui encore ce que je fais dans le cadre d'accompagnement. Donc en fait, c'est vrai que faut prendre nos balles de jonglage et puis il faut bien jongler. Mais c'est ça, en fait, l'idée, c'est de voir sur quoi on va pouvoir aller chercher potentiellement certaines aides financières au travers de travaux. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a des choses qu'on va refaire comme la toiture, comme des menuiseries. On va être, voilà, que ce soit sur du neuf, sur de la réhabilitation, on va essayer d'être sur les mêmes typologies, les mêmes complexes, la même façon de faire presque, ou sur certains systèmes techniques. Donc en fait, on va chercher à prioriser en effet et à valoriser les gains thermiques au travers des travaux qui vont de toute façon être faits de façon presque similaire à du plus récent ou du neuf ou de la rénovo de bâtiments voilà, plus contemporains. Et c'est là-dessus qu'on va chercher à aller à créer tout notre dossier d'aide financière. Et puis, en effet, par contre, tout ce qui va être autour des biosourcés, en fait, c'est pas tant le biosourcé qui est problématique, c'est les résistances thermiques qu'on atteint. 10 cm de chaud chanvre, on a c'est le coefficient R qui est encore beaucoup regardé aujourd'hui et il est relativement, il n'est pas ridicule mais il est très faible. Donc là, oui, non, on va rien chercher du tout. Mais c'est là où justement on peut aussi jouer des fois entre quand c'est des personnes qui font par eux-mêmes, leur faire des choses sur lesquelles on ne va pas aller chercher d'aide financière et puis à l'inverse, entre guillemets, se reposer sur des entreprises, sur des choses où là on va pouvoir bénéficier d'aide financière et laisser faire les artisans compétents. Donc voilà, c'est une espèce de jonglage. Il faut prendre faut vraiment regarder le dossier dans sa globalité et essayer de composer avec. Ça se fait. Après, en complément de ce que tu disais, dans les matériaux biosourcés et donc végétaux, il y a donc les enduits projetés dont vous avez beaucoup parlé, mais il y a aussi des matériaux plus fibreux aussi qui sont végétaux, comme Biofibre pour citer une marque, là, mais c'est des composés de chanvre, lin, coton. Et là, tu accèdes à ces performances quand même assez facilement, moyennant, il faut te prémunir quand même du passage de l'humidité vers ces matériaux, sinon ils moisissent assez bien. Ça, je peux en témoigner. Et donc, du coup, il faut mettre des pare-vapeurs en bonne et due forme. Donc, tu rajoutes un peu de pétrole quand même dans ta paroi, mais bon, moins que si tu pars sur un isolant minéral. Et là, tu peux accéder aux aides, puisque tu accèdes rapidement à de la performance sur des épaisseurs presque similaires. Tu pars un peu, par exemple, là où tu aurais 16 cm suffisant en minéral, tu passes à 20 en biofibre, mais tu devrais être à 30 ou 40 si tu banchais un matériau 24. Si, c'est tout l'enjeu. Le pare-vapeur, justement, il faut bien le choisir. Il y a plein de marques. Donc, les Suisses font des trucs bien. Majrex 200 et compagnie, je ne veux pas placer de marque, mais il laisse passer, il empêche l'humidité de passer dans certaines conditions. Et puis, il n'empêche pas de ressortir si besoin. Et ça évite justement de bloquer ton humidité dans ta paroi. Nous, on l'a fait avec des pare-vapeurs qui étaient non hydro-réglables pas comme celui-ci justement, et on a eu des traumatismes. On avait des murs de pierre qui ont fait remonter de l'eau sur le projet qu'on a présenté, et on a enfermé l'eau derrière un pare-vapeur justement qui laissait pas l'humidité repartir, et du coup le biofibre a moisi derrière. Donc petite odeur de sous-bois après la livraison, ça fait un peu désordre. Mais c'est réparé. On a mis, tu peux mettre du coup évidemment tout ce qui est imputrescible, c'est super. Donc le liège, ça coûte cher, mais ça résout bien les problèmes quand t'as pas réussi à bien drainer. On a drainé du coup a posteriori. Sous la dalle, c'était trop tard, on l'avait pas fait. Et en périphérie du bâti, c'était encore possible. Donc on l'a fait en mesure corrective en périphérie. Puis on a mis un matériau imputrescible en correction. Et l'idéal eût été de drainer sous la dalle, mais en fait on s'est contenté d'un dallage qui était plus haut que le niveau de terrain extérieur, sans imaginer que la pierre faisait remonter l'eau sur 1,50 m, quoi. Donc maintenant on le sait, ça. Et c'est vrai, peut-être pour conclure, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien au CAUE, de conseiller en amont, justement, par rapport à toutes ces aides. Nous, on ne va pas être sur le volet financement, mais juste d'essayer de faire de la pédagogie sur ce qui nous semble logique. C'est bien pour ça qu'on parle de correction thermique et pas d'isolation thermique, et notamment la notion de confort. C'est vraiment, moi, c'est un peu peut-être le mot de conclusion, c'est que pour bien faire évoluer un patrimoine, c'est une notion de confort qu'on peut atteindre quand même, moyennant par contre des techniques qu'on a parfois un peu oubliées, qu'il faut réapprendre, et on est ravis de voir de nombreux artisans qui se forment justement aussi, et des archis, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble pour réussir à justement faire un peu changer les mentalités. Donc c'est un peu le but, en tout cas, qu'on souhaite poursuivre. Et donc avant de vous inviter donc à boire un petit verre, peut-être juste
vous annoncer la prochaine conférence qui sera donc le 14 novembre, Faire avec l'existant. On va aussi parler de réemploi. Et en plus de ça, on va aussi pouvoir inaugurer une exposition sur laquelle le CAUE a travaillé pour la communauté de communes de Châteaubriand-Derval, autour donc, des patrimoines et des paysages. Donc on fera un temps d'inauguration de l'exposition suivi du rendez-vous. Donc on vous attend nombreux. Et n'hésitez pas à venir boire un verre avec nous pour poursuivre l'échange. Merci à vous quatre.